Alors du coup, c'est moi qui attaque. On m'a dit qu'il y avait des médecins, des infirmiers, des podo-orthésistes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un pied? Bon, alors pour les plus philanthropes d'entre vous, j'ai hérité de mon prédécesseur des pieds de patients réfractaires. Ce sont des vrais os. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin, comme c'est noté, c'est une structure très complexe, un pied avec 26 os, 33 articulations, plus de 100 muscles qui soient internes ou qui proviennent de la jambe. Donc, c'est une structure très complexe à aborder et à soigner. Et notamment chez le patient diabétique, là, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les atteintes sont portées plutôt sur sur le système nerveux et sur le système vasculaire. Et ça entraîne donc des problèmes plutôt au niveau des zones d'appui qui sont essentiellement le talon, la tête des métatarsiens, c'est-à-dire les coussinets, pour ceux qui ne maîtrisent pas le terme, et la pulpe des orteils. Je rajouterai aussi tout ce qui est en contact avec la chaussure, parce que dans mon métier, il y a quand même 95% des problèmes qui sont dus à la chaussure. Voilà, les problèmes que je rencontre dans mon cabinet, si on réglait le problème de la chaussure, on aurait réglé 95% des problèmes. Et le métier n'existerait peut-être plus. Bon. Donc, moi, je vais vous parler neuropathie et artériopathie. Donc, le pied du diabétique, c'est une fragilisation de la structure du pied qui est provoquée par la maladie. Donc, il y a à la fois une perte de la sensibilité due à la neuropathie et un défaut de cicatrisation dû à l'artériopathie. Donc, la neuropathie, c'est une atteinte d'un ou plusieurs nerfs. Donc, quand il y a un nerf, c'est une mononeuropathie. Quand il y en a plusieurs, c'est une polyneuropathie. En sachant que la neuropathie diabétique est une polyneuropathie parce que forcément, elle atteint toujours plusieurs nerfs. Donc, l'hyperglycémie provoque dans l'organisme, je vous lis parce que c'est un peu littéraire, provoque dans l'organisme une série de modifications chimiques qui finissent par altérer les nerfs. Donc tout ça, les nerfs deviennent abîmés. Et donc on a une atteinte et fonctionnelle et sensitive qui rentre dans la structuration du nerf. Donc le nerf se retrouve abîmé et du coup ne remplit plus sa fonction de rappel à l'ordre quand il y a des douleurs, etc. Donc on a les nerfs périphériques qui sont atteints dans le cas du pied diabétique. Donc il y a plusieurs complications qui viennent de la neuropathie. Donc il y a le pied qui se déforme parce que il y a un affaissement de la voûte plantaire, notamment aussi avec l'âge. Donc il y a le diabète, mais aussi avec l'âge. Donc il y a un affaissement de la voûte plantaire. Il y a des allus valgus, les pieds qui se déforment, les orteils en marteau, en griffe. Tout ça crée des contraintes physiques qui peuvent engendrer des problèmes si ce n'est pas surveillé. On a aussi une augmentation de la sécheresse cutanée, qui est aussi due au diabète. Donc on sue moins, donc les pieds sont moins hydratés, ils sont secs et du coup peuvent se fendiller et créer des plaies. On a aussi une diminution de la création de sébum, qui est aussi due à la maladie. Au niveau de l'artériopathie, donc c'est un risque qui est très élevé, parce que c'est très silencieux, surtout chez le diabétique, de par l'atteinte neuropathique. Parce qu'on ne sent pas, forcément on ne sent pas qu'on a mal, et c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que tout peut s'aggraver, mais en très très peu de temps. Donc la bonne circulation est essentielle forcément la bonne circulation du sang, c'est essentiel à une bonne irrigation du pied. Et quand on a une mauvaise circulation du sang, forcément ça stagne et ça crée d'autres problèmes. Le diabète fait aussi des plaques d'athérome de par la fragilité des artères qui est engendrée aussi par le diabète. Et on a un risque infectieux accru, toujours pareil, par une baisse de la sensibilité. Et donc le problème, la complication extrême est le mal perforant diabétique qu'on peut rencontrer le plus souvent dans notre profession. Ah bah c'était pareil, j'ai tout mélangé. Bon voilà, vous voyez les zones d'appui, donc l'orteil en griffe, il y a tout qui se déforme en fait, tout s'affaisse, tout se déforme. Et voilà, ça crée, voilà. Vous avez les points d'appui, un appui qui se crée à l'intérieur, donc on ne voit pas forcément, et en fait quand on le voit, c'est souvent trop tard. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc ça, c'est les zones d'appui principales sur lesquelles on a des problèmes. Alors, en diabète et chez les personnes relativement âgées, on les voit plutôt là. Enfin, moi, voilà. Un peu au talon, mais c'est vraiment là, je trouve, et un peu là avec le chaussage. Voilà. Est-ce que quand tu passes, tu appuies sur avancer? Voilà. Et Celle-là? ça, c'est Ouais. un résumé. Bon, c'est un résumé de ce que je viens de dire, qui nous explique toute la physiopathe en fait, de la neuropathie. Donc les problèmes moteurs, la déformation du pied avec les anomalies biomécaniques, une perte de sensibilité
et une diminution de la sudation qui entraîne la sécheresse. Tous ces facteurs créent des traumatismes qui peuvent venir attaquer la peau et au plus loin jusqu'à l'os. Et dans ce cas-là, c'est dramatique parce que du coup, on arrive à des amputations. Bon, alors comme dans toutes les maladies, le dépistage précoce est essentiel pour essayer de contenir les risques au moins. Donc l'inspection visuelle pour commencer. Moi, alors, les patients, je leur fais le test, qu'ils soient diabétiques ou pas diabétiques, au moins une fois par an. Comme ça, au moins, ça les fait marrer en plus parce que c'est assez ludique dans certains exercices. Les patients diabétiques, évidemment, on les suit le plus régulièrement possible pour voir l'évolution de leurs symptômes. Alors, évidemment, c'est l'inspection visuelle qui commence et on peut recouper avec ce qu'avait dit Sandy. C'est-à-dire l'état de la peau directement peut nous informer de la situation. Les déformations et les chaussures, bon, ça c'est plus pour éduquer le patient. Si on voit que ce n'est pas une cause de diabète, mais au moins si le patient est diabétique, on peut lui dire très rapidement qu'il a de mauvaises chaussures. Il faut être fort en persuasion parce que surtout les femmes préféreraient changer de mari que changer de chaussures, donc il faut être persuasif. Donc après il y a la palpation des poux, donc il y a 2 poux sur le pied à prendre. Il y a le poux pédale et le tibial poste. Alors le tibial poste, il est en interne sous la malléole. Je vais prendre le pied de Sandy. Il est à prendre ici sous la malléole interne. Comme ça. Et le deuxième, c'est entre le 2e et 3e orteil à ce niveau-là. Ensuite, la recherche des zones de frottement, de rougeur et les zones d'hyperpression, ça aussi, visuellement, ça ressort assez bien. Et il faut aussi leur indiquer que même s'ils pensent que leur chaussure est trop grande, quand il y a des signes, c'est la preuve irréfutable que ça a frotté. Et donc après, nous, il y a le test du monofilament qui est le plus répandu. Je leur fais fermer les yeux la plupart du temps pour pas qu'ils puissent conscientiser ce que je suis en train de faire. Et avec un petit monofilament que nous n'avons pas eu. C'est un petit fil, on dirait limite un fil dentaire qui se met droit. Et on appuie à différentes zones, que ce soit sur les métatarsiens, sur la pulpe des orteils, la voûte plantaire. Moi, je leur demande de fermer les yeux et je leur dis quel orteil suis-je en train de toucher. Et c'est à eux de deviner. Donc après, il y a le test vibratoire avec diapason qui est quand même plus rare. Le test des piqûres que moi personnellement j'évite parce que on ne sait jamais. Hein. Voilà, sur un patient diabétique et puis on ne sait jamais, un geste malheureux. Voilà. Et sensibilité thermique, ça c'est, on peut faire avec ce qu'on a sous la main pour si vous avez une canette dans le frigo. Bon, ça peut être un peu frais peut-être, donc c'est peut-être pas pertinent, mais la différence de matériaux déjà eux-mêmes induisent une différence de température. On joue avec eux, toujours le même principe, ils ferment les yeux. C'est un jeu de questions-réponses entre eux et nous. Et l'absence de perception du monofilament sur au moins 4 points. Mais ça c'est une moyenne, mais on sent vite s'il y a un souci ou pas. C'est considéré comme une neuropathie, si jamais on sent rien. Et là, à partir de là, c'est là où le côté plus sérieux commence. Alors, là, ça aussi, c'est par rapport avec ce qu'avait dit Sandy tout à l'heure, les signes un peu cliniques, la peau sèche, fendillée, les callosités. Alors, les callosités, c'est la formation de peau morte sur les zones de pression ou de frottement, sous le pied ou sur le côté du pied, sur le dessus du pied aussi. Il n'y a pas de formation spontanée de callosité sur le dessus du pied ou sur le côté sans qu'il y ait eu de contact avec la chaussure. Généralement, même si la peau est sèche, c'est généralement la pression avant tout qui va faire apparaître ces callosités. Et donc les déformations visibles, donc les griffes d'orteil, pied creux, pied plat, ça c'est pas forcément consécutif au diabète, ça peut être des déformations qui sont là avant et qui peuvent entraîner justement des frottements ou des problèmes, toujours avec la chaussure. Donc les plaies, là on a un stade, quand il y a des plaies, c'est déjà le stade supérieur où il faut vraiment commencer à prendre en charge et en soin avec les infirmières pour essayer de résoudre le problème. Mais bon, effectivement, c'est un signe clinique. Les rougeurs, la chaleur individuelle. Bon. Temps de recoloration, ça c'est à la palpation, c'est la vitropression. C'est quand on appuie, le temps que la peau reprenne sa couleur initiale,
c'est le temps de recoloration, rétropression. Et donc après, on peut classer ces risques dans 3 grades. Le grade 0, c'est quand il n'y a pas de neuropathie ou d'artériopathie. Et ça, c'est d'ailleurs un souci à expliquer aux patients diabétiques, parce que la plupart arrivent avec une ordonnance du médecin disant qu'ils sont couverts. Et c'est à nous, les podologues, de vérifier si effectivement il y a vraiment neuropathie, parce que c'est ceux qui ont une neuropathie qui sont couverts. Alors quand je leur fais le test et que finalement je vois qu'ils ont toute sensibilité, c'est compliqué après de leur dire que finalement ils n'ont pas droit à cette couverture parce qu'ils n'ont pas la neuropathie. Ça sera plutôt pour les grades 1 où il y a la neuropathie seule, et en plus après grade 2, grade 3 où il y a carrément la neuropathie plus des déformations et des problèmes avec les plaies qui peuvent aller jusqu'au mal perforant qui est l'ennemi absolu avant l'amputation. En sachant qu'en fait, les médecins, pour avoir discuté avec un endocrino, en fait, eux, ils ont tendance à amplifier un peu le grade pour justement permettre un suivi des patients. Parce qu'effectivement, des fois, ce n'est pas justifié. Donc, ils les mettent en grade 2, ce n'est pas justifié. Mais en fait, s'il n'y avait pas ce grade 2, les patients ne se feraient pas suivre. Donc, en fait, c'est entre ce qu'il faut faire, la vérité ou la prévention, à quel moment on se place, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des endocrinos qui ont tendance à surgrader, je sais pas si ça se dit, les patients pour leur permettre de se faire surveiller et d'empêcher les complications. Bon, là c'est le moment où je me fais un peu mousser parce que je dis que c'est le pédicure podologue qui joue un rôle clé dans la détection, mais il y a d'autres corps de métier qui contribuent à cette prévention et à cette détection. Donc, bon, moi, là, comme je vous l'ai dit, c'est un test que je fais entre eux et moi, un jeu pour tester les sensibilités. J'en profite pour regarder effectivement les hyperappuis et les points de pression, l'aspect général du pied. Donc le soin de prévention, alors ça c'est l'évidence, bon, pour nous quand c'est nous qui nous en chargeons de faire ça, parce qu'il y a aussi les patients qui arrivent déjà avec des ongles coupés, avec les pieds soignés par eux-mêmes ou par un proche, et là il faut leur éduquer, leur dire qu'un ongle coupé trop court, c'est pas forcément un ongle dégagé comme il faut, et que justement le fait de plus on dégage, plus on couvre un ongle, plus la peau va venir gagner du terrain sur l'ongle et ça posera du problème à la repousse. Surtout quand ils ont des chaussures trop serrées, qui leur offrent ce qu'on appelle une hypertrophie du bourrelet périinguéal, c'est-à-dire le bourrelet qu'on a sur le côté des ongles. Quand les orteils sont serrés les uns contre les autres, le bourrelet a tendance à être proéminent et l'ongle qui repousse a tendance à avoir justement un obstacle qu'il n'aurait pas eu si le pied était plus à l'aise. Donc bon, après les semelles orthopédiques sur mesure, ça c'est plutôt pour pallier aux problèmes d'hyperappui, problèmes de posture. Là aussi compliqué à mettre en place parce que pour faire comprendre à un patient que quand on fait une semelle qui est faite à la taille du pied, si la semelle ne rentre pas dans la chaussure, le pied n'est pas censé rentrer dans la chaussure. Mais eux se disent très à l'aise dans leurs chaussures. Et pourtant, factuellement, je leur montre que ma semelle qui est vraiment à la mesure de leur pied ne rentre pas dans la chaussure. Mais c'est très compliqué de leur faire comprendre. Donc, quand on arrive à les obliger, moi je fais des semelles entières. On a une podo-orthésiste aussi ici qui fait des semelles aussi. Moi, j'ai choisi de faire des semelles entières, pas des semelles 3/4 où on enlève le bout de la semelle, pour les obliger justement à prendre des chaussures qui sont à leur taille, au lieu d'essayer de me dépêcher pour leur dire allez bon. Tu veux une semelle, je te fais une semelle, on enlève les 3/4, comme ça tu peux la mettre dans n'importe quelle chaussure. Ça les oblige à prendre des chaussures qui sont assez larges pour leurs orteils. En prenant aussi en compte... Du coup, je te coupe l'achat des chaussures, le choix des chaussures, et se fait dans un moment particulier dans la journée. Exactement, j'allais enseigner sur ça. Donc, alors, un pied, ça gagne une pointure et demie dans la journée. Donc quand on achète les chaussures le matin, en fin de matinée, généralement elles font ça, mes patientes, c'est la fin de matinée. Elles n'ont pas le pied qui a encore pris toute son amplitude. Et si jamais elles achètent une paire qui leur va pile poil le matin, le soir elles peuvent le jeter. Ce qui entraîne la sensation, quand on enlève les chaussures en fin de journée, d'être complètement soulagé. On ne devrait pas ressentir cette sensation. Normalement, une chaussure, ça s'enlève, ça ne contraint pas. Donc une chaussure, ça s'achète plutôt en fin de journée pour prendre bien le pied dans toute son amplitude. Suivi régulier, donc, bon, effectivement, donc selon le grade, on a entre 1 et 6 suivis par an, même qui peuvent être poussés jusqu'à 8. Prise en charge par la Sécu. Oui, après le suivi, après chaque patient
peut avoir le choix de le faire plus et de payer sûr. de sa poche. Mais alors, dans le cas d'une plaie ouverte, d'ailleurs, suivie par infirmière, ça monte à 8 fois dans le grade 3. Et donc, bon, l'éducation du patient, qui est sans doute le chapitre le plus compliqué, mais qui reste le plus important. Hein. C'est le rocher de Sisyphe, mais il faut y aller à chaque fois. Alors. Pardon. Alors là, c'est le parcours diabétique et la prise en charge. Donc, parcours du soin diabétique, le suivi médical, hein, le médecin traitant qui est au centre du suivi annuel, enfin, qui est généralement au centre de tout, hein, et qui oriente. Moi, sur ça, j'ai de bons rapports avec les médecins qui ont quand même chopé des bons réflexes pour nous orienter les patients diabétiques. Nous, on intervient pour le bilan et le soin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur prescription, si possible. Donc, c'est-à-dire à partir du cas de la neuropathie. Neuropathie avec déformation et neuropathie avec plaie. La possibilité d'accès à des centres de cicatrisation pour les plaies complexes, ça c'est plutôt de votre expérience à vous. Parce que nous, quand on arrive là, on n'a pas de mal à déléguer. Il faut prendre l'habitude justement de déléguer quand c'est nécessaire. Et nous, à part justement soulager les plaies, éduquer, maintenir, et les infirmières finissent le travail. C'est généralement elles qui prennent en charge, et on les remercie beaucoup pour ça d'ailleurs, parce que c'est un travail très complexe. Donc le grade 0, c'est un patient autonome, sensibilité, vascularisation normale. Le grade 1, c'est 1 à 2 consultations par an. Mais comme disait Sandy, rien ne nous empêche, nous, si on pense que malgré un grade 1, il y a quand même une nécessité d'éducation ou de suivi un peu plus poussé pour certains patients qui sont un peu à la dérive. On peut augmenter, mais voilà, grade 2, 4, grade 3, 6. Et il manque aussi donc, les 8 consultations par an prises en charge en cas de plaie ouverte. La prise en charge coordonnée permet de repérer les situations à risque. Ensuite, bon, là c'est un petit résumé de ce que je vous ai dit. Donc la gradation du risque d'ulcérisation, c'est toujours par rapport au grade 0, grade 1, grade 2, grade 3. Et bon, c'est des exercices très particuliers.